Je suis ravi de vous retrouver. Hier, en sortant de ce studio, Michèle Alliot-Marie a été perquisitionnée chez elle. Hier soir, Nicolas Sarkozy, des écoutes révélées par Mediapart. Luc Châtel, bonjour. Alors, il y a deux solutions. Soit la droite, oui, méfiez-vous en rentrant chez vous, si jamais vous rentrez chez vous. Soit la droite se moque de la justice, soit il existe une possibilité de ce que certains de vos amis considèrent comme un cabinet noir à l'Élysée, chez les juges, etc., etc. Ou peut-être y a-t-il une troisième voie plus subtile. Mais sur les deux voies qui sont les principales évoquées ces dernières heures, laquelle retient votre attention ? Je vais vous dire, moi j'ai entendu le président de la République samedi rappeler les grands principes d'indépendance de la justice. Sur le fond, je ne peux d'ailleurs que souscrire à tous ces principes. Les droits de la défense, la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs. Le problème, c'est que chaque jour, ces principes sont bafoués lorsqu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que chaque fois, on a le droit à une violation du secret d'instruction. Chaque fois, les responsables socialistes piétinent la présomption d'innocence. Le secret d'instruction, c'est une plaisanterie, vous le savez. Écoutez, c'est une plaisanterie, en tout cas, quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, comme par hasard. C'est-à-dire que systématiquement, on retrouve... écoutez, les coïncidences sont quand même troublantes. Et moi, je vois, semaine après semaine, à l'amorce d'un scrutin difficile pour l'exécutif, je vois ces fuites distillées systématiquement dans la presse à la manière d'un feuilleton. Le pouvoir, en liaison avec la justice et certains journalistes, c'est une thèse qu'on retrouve chez certains tenants de l'UMP, est en train d'essayer de flinguer Nicolas Sarkozy. Parlons clair, autrement ça sert à rien, on va tourner autour du pot. Écoutez, moi je tourne pas autour du pot. Je constate que d'un côté on a un président de la République qui rappelle la présomption d'innocence, de l'autre on a ses ministres qui le comparent pour l'un à un pervers, l'autre en expliquant c'est un petit dealer des cités, président du groupe socialiste à l'Assemblée, et les larmes de crocodile ce matin du numéro 2 du Parti socialiste, si vous voulez, font peine à voir. Voilà. Donc moi je regarde les faits, je constate qu'il y a une ambiance qui fait que le système donc c'est le pouvoir qui essaie de l'enfoncer. En tout cas, c'est le rôle du président de la République, non pas de parler, mais d'agir. À chaque fois, lorsqu'il s'agit de François Hollande, et il l'a démontré sur ce sujet comme sur d'autres, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il a rappelé des principes auxquels... Il y aura un double discours. Mais bien sûr qu'il y a un double discours. Je veux dire, comment on peut parler de justice sereine et de séparation des pouvoirs lorsque le président de la République reçoit le jour de la publication de l'enquête du Monde les deux journalistes auteurs de cette même enquête. Voilà, ils peuvent parler, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je donne crédit à ce moment-là à M. Hollande. C'était pas pour cela. Écoutez, à ce moment-là, on évite de le recevoir le même jour. Non, mais c'est hallucinant. Mais Luc Châtel, si Nicolas Sarkozy avait fait cela, vous imaginez la levée de bouclier ? Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire sur ce point-là, c'est qu'est-ce que vous n'êtes pas troublé quand même parce que vous lisez dans Mediapart les téléphones doubles, bâtards de magistrats, les contacts avec Guy Azibert, tout ça, c'est quand même avéré. Non, mais alors, que les procédés soient désagréable. Mais il n'est pas désagréable, il est détestable. Il n'est pas désagréable. Mais ses propos sont tenus quand même. Guillaume Durand, il n'est pas détestable, il n'est pas désagréable, il est détestable. Il est anti-républicain. Et je ne vais pas d'un côté vous dire cela, et de l'autre cautionner ces fuites en les commentant. Moi, je fais confiance à la justice. Moi, je considère qu'il y a d'un côté ces fuites, ces relations politico-médiatiques, peut-être judiciaires, mais de l'autre, il y a une justice qui travaille et une justice à qui nous devons faire confiance. Donc, elles ont été réclamées ces écoutes, elles ont été réclamées par les magistrats. D'accord, mais elles n'ont pas à se retrouver dans la presse et nous n'avons pas à commenter. Donc, rien de ce qui est écrit dans Mediapart ne vous trouble. Non, mais Guillaume Durand, moi, je n'ai pas connaissance du dossier, donc je ne commande pas un dossier. Vous pouvez lire les journaux, vous êtes comme moi. Non, mais vous êtes journaliste, Guillaume Durand. Oui. Vous commentez une information très partielle qu'on vous a distillée d'on ne sait où, avec évidemment une orientation particulière. Pas moi, voilà, pas moi. Moi, je ne connais pas. Donc si on sort des dizaines donc moi je fais la confiance à la justice avec des mots avérés. Je dis pas qu'ils sont justes, mais avec des propos qui sont tenus, ça ne vous émeut pas. Ça ne vous trouble pas. Moi, c'est votre majorité. Je n'accepte pas ce procès à charge. Voilà. Et quand vous avez par exemple des leaders de la gauche qui parlent de scandale d'État et considèrent que Nicolas Sarkozy est disqualifié, vous leur répondez quoi ? Mais je vais vous dire, moi je leur réponds, chaque jour il y a 1000 chômeurs de plus en France.
chaque jour, la France s'enfonce un peu plus dans les déficits. C'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais si, c'est le sujet, Guillaume Durand. Moi, j'aimerais que le gouvernement s'occupe un peu plus des affaires des Français. J'aimerais qu'il s'occupe un peu plus de la crise de la France. J'aimerais que la France soit un petit peu plus influente en Europe sur la crise en Crimée. Voilà. On va en parler. Mais sur le débat à droite, on est écouté Guillaume Tabar tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique. Il y a quand même, vous le savez, des rivalités. Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé. Beaucoup souhaitent que finalement Nicolas Sarkozy ne se représente pas, peut-être même une partie de la jeune génération. Donc on pourrait peut-être penser que, je ne dis pas pour vous, mais pour un certain nombre d'entre eux, tout ça est une bonne opération aussi. Non, moi je ne suis absolument pas dans cet esprit-là. Qu'il y ait des ambitions, c'est le principe même de la politique. Je veux dire, la politique c'est quoi ? C'est croire en des idées et les incarner, et les faire incarner par des hommes et des femmes. Voilà, et donc l'important, c'est de sélectionner les idées et les femmes et les hommes pour les incarner. Nous avons décidé d'une procédure. Voilà. En 2016, nous choisirons notre champion. Voilà. Ouais. La règle est sur la table. Donc, il n'est pas disqualifié. Nous verrons le moment venu vous, il n'est pas qui acceptera ou non de se présenter à ses primaires en 2016. Mais pour vous, il n'est pas disqualifié ce matin. Non, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, moi, encore une fois, je sépare les choses. Il y a une instruction judiciaire, une procédure judiciaire en cours, je la laisse fonctionner, je ne la commande pas sur le fond, encore moins parce que je n'ai pas accès au dossier. Et plus globalement, et ensuite, il y a des affaires, des questions politiques qui concernent l'UMP, qui concernent notre parti, et c'est de cela dont nous devons nous préoccuper, c'est de l'avenir des Français. Mais par exemple, Michèle Amélie-Marie, quand elle a été perquisitionnée hier, elle a assisté à sa perquisition, elle a dit tout ça c'est la gauche, c'est-à-dire qu'elle a mis les pieds dans le plat. Alors je ne dis pas qu'elle a raison, je ne connais pas la teneur exacte de l'enquête des transferts de fonds, mais en tout cas elle les a accusés clairement d'être à l'origine de cette affaire-là. Donc est-ce que c'est l'hypothèse que vous retenez, vous, clairement ce matin, pour l'ensemble des dossiers qui actuellement traînent et sont révélés ? Écoutez, moi je n'ai pas d'informations sur un éventuel cabinet noir et autres. Je constate de manière troublante la conjugaison de ces phénomènes à l'approche d'une élection qui est donnée historiquement perdante pour le pouvoir en place. Voilà, je constate. Et je constate que le président de la République, qui est en charge, qui est le garant de nos institutions, parle, mais de l'autre, il laisse faire des actes contraires à l'indépendance de la justice. L'offensive dans n'importe quel pays, Guillaume Durand, dans n'importe quelle démocratie digne de ce nom, que ce soit en Grande-Bretagne, on l'a vu il y a quelques mois, que ce soit en Allemagne, on l'a vu il y a quelques années, un ministre pris en flagrant de délit de mensonge, qui plus est ministre de la Justice, eh bien, il démissionnerait. Voilà. Et c'est pas parce qu'on veut la peau de Madame Taubira, c'est pas le sujet. C'est une question de principe républicain. C'est une question d'éthique dans l'engagement politique. Parlons un peu d'économie, puisque maintenant on a traité ces affaires et commenté ces affaires. Il y a une double offensive à gauche, bon, il y a ces affaires, et de l'autre côté, il y a donc Pierre Moscovici, puis un certain nombre de responsables qui disent finalement le 15 avril, les fameux 50 milliards d'économies vont arriver, documentés à la virgule près, etc. La droite ne l'a jamais fait, ça va être historique. Donc c'est une manière de vous dire, d'ailleurs François Hollande l'avait dit dans sa conférence de presse, que l'équipe que vous représentez a été incapable de faire les économies qui étaient nécessaires pour mettre la France dans le droit chemin. Est-ce que vous croyez à la validité de ces 50 milliards ? Écoutez, moi je suis dorénavant comme saint Thomas. Voilà, je ne crois que ce que je vois. Donc j'attends, là encore, il y a les paroles, moi j'attends les actes. J'attends de voir s'il y aura 50 milliards d'économies réelles. 15 avril. Réelles. Bah écoutez, mais c'est vous qui le dites. C'est Pierre Moscovici dans le Figaro ce matin. Mais on nous a fait le coup de la pause fiscale. Regardez l'augmentation des impôts en 2014. On nous a fait le coup des 15 milliards d'euros d'économies. Le ministre du Budget a passé l'année 2013 à nous expliquer qu'il faisait 15 milliards d'euros d'économies dans les dépenses. C'est pas de la baisse de dépenses. C'est de l'économie d'augmentation de dépenses. Résultat, en 2013, on a eu 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires que prévu initialement dans le budget. Donc moi, je suis lassé. Je ne crois que ce que je vois. Donc j'attends de voir si le gouvernement proposera réellement 50 milliards d'économies. Vous savez que ça va être la grande bataille qui va durer jusqu'au budget, c'est-à-dire jusqu'à l'automne. Voilà. Nous avons fait des propositions. Et si vous voulez, le gouvernement est assez disqualifié pour parler de baisse des dépenses, parce que depuis qu'il est en fonction, non seulement il a annulé des économies que nous avions votées, mais en plus il a lancé de nouvelles dépenses. Donc moi, j'attends, mais je dois dire que le gouvernement est assez disqualifié sur ce sujet. Vous doutez. Oui, je doute. Nous avons fait des propositions. Nous, par exemple, nous disons que la réforme des retraites, 65 ans, 44 ans de durée de cotisation, eh bien, c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros de recettes.
Nous considérons que la désindexation totale des prestations sociales, eh bien, ça permet de récupérer de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc nous avons des pistes réelles et sérieuses. Peut-être qu'un certain nombre d'éléments... Nous verrons, mais moi, j'ai pas de plan. Donc, si vous avez un plan... Madame, c'est le 15 avril. Oui, mais on n'est pas... il sortira peut-être quelque chose avant. À ma connaissance, nous sommes le 20 mars. Exactement, donc nous allons attendre. Est-ce qu'il est vrai que François Fillon... Le 19, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai, il est vrai que François Fillon veut déglinguer Jean-François Copé avant la date de la fin de son mandat? Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est une question qui se pose dans les journaux ce matin, c'est la vie politique. Vous savez, c'est une question... Ou alors des fillonistes, peut-être pas lui. C'est une question que peut-être certains se posent, mais je ne suis pas sûr que ce soit... la préoccupation de nos concitoyens et encore moins, oui, mais je vais vous répondre, et encore moins de nos électeurs. Ils sont, nos électeurs, exaspérés par ces querelles de boutiquiers internes et tout. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc, tout ce qui sera fait pour à nouveau relancer la guerre des chefs, je m'y opposerai formellement. Vous êtes vice-président de l'UMP, il suffit de prendre votre téléphone, d'appeler François Fillon et lui dire qu'est-ce qui se passe, c'est vrai ou c'est faux? Écoutez, je n'imagine pas qu'on puisse relancer au lendemain des élections municipales de telles querelles. Vous l'avez eu au téléphone? Je ne l'imagine pas. J'ai des contacts avec François Fillon, comme j'en ai avec les autres responsables de l'opposition. Bien sûr, heureusement, on se parle. Je lis ce matin dans la presse, encore une fois, avec beaucoup d'attention, comme tous les matins, qu'une offensive des associations défendant les mères voilées qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école demande l'abrogation de votre circulaire de 2012. Vous leur diriez quoi? Parce que visiblement, ils réclament cette abrogation à Vincent Peillon d'une manière assez ferme. Oui, mais moi je demande au gouvernement de clarifier sa position sur ce sujet. J'avais compris, et d'ailleurs je m'en suis réjoui, que l'actuel ministre était en phase avec les principes que j'avais défendus dans ma circulaire, à savoir défense de la laïcité. Le Conseil d'État a rendu son arrêt qui est pour le moins ambigu sur le sujet. Je pense que cela nécessite autre chose que la politique de l'autruche et de laisser en l'état. Parce qu'il y a aujourd'hui une tentative... Donc il y aurait là aussi une ambiguïté, d'après vous, entre la position des collectifs et celle du ministre? Non, je pense que le gouvernement a besoin de clarifier. Ma position, c'est qu'il faudrait, sur le plan législatif, préciser les choses. Voilà. La laïcité ne se négocie pas. La loi sur l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école a 10 ans. Elle a constitué une avancée considérable dans notre République. Ça a été une loi d'apaisement. Ça a été une loi qui a favorisé la laïcité. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup Luc Châtel et bonne journée à vous. Formule rituelle mais sincère.